Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue en direct de Kinshasa. Nous sommes au rendez-vous de tous les soirs pour vous informer. Alors, sur tous les grands sujets d'actualité, nous sommes ici, vous le savez, depuis un certain temps. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, était en Chine pour redynamiser les relations sino-congolaises. Mais également, au pays, il y a eu beaucoup d'actualité ces derniers temps, beaucoup d'interpellations. D'abord, cette interpellation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda, qui fait parler les médias tant nationaux qu'internationaux. Il faut dire que tout ce qui inquiète, tout ce qui fait parler, fait également l'objet des discussions dans cet espace qui vous est totalement consacré, madame et messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue. Installez-vous confortablement parce que j'ai avec moi sur ces plateaux une femme. Elle s'appelle Maître Karine Pouekela. Pour ceux qui la connaissent, elle n'a pas sa langue en poche, j'allais dire. Bonsoir Maître, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à M. Kay. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Et bonsoir aux membres et surtout aux coordonnateurs des LUCOR en la personne de Fumototo Hassan. Ah, vous allez bien? LUCOR, c'est encore quoi déjà? Votre structure de communicateurs, c'est ça? Oui, c'est l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. Et on apprend qu'il y a des remous à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous apprenez, mais alors que tout à l'heure, nous venons de tenir un point de presse qui montre à suffisance que ça va bien à LUCOR. Donc, si non, parce que d'un malaise. Non, ça ne portait même pas sur les questions dont vous pouvez faire allusion. Ça portait sur les réalisations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que LUCOR, d'abord la mission première de LUCOR, c'est de faire connaître aux Congolais et aux Congolaises les réalisations du chef de l'État. Et parce que nous avons eu une invitation d'une autorité ou d'un gouverneur de province, c'est ainsi que nous avons voulu faire savoir les réalisations du président de la République dans la province du Lualaba. Et cela s'est fait aujourd'hui par un point de presse. Vous êtes sans savoir que nous sommes dans une année électorale et comme nous militons pour un deuxième mandat pour le président de la République, alors en tant que communicateur, il nous appartient de vulgariser les réalisations du chef de l'État pour que le Congolais lui donne un second mandat. Alors, quelles sont ces réalisations déjà dans le Lualaba? Parce que c'est de ça que vous venez de parler exactement. Oui, exactement. D'abord, nous voulons ici remercier le chef de l'État parce qu'il a cru au leadership féminin. Vous savez, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons compris qu'il y a aussi des femmes qui peuvent faire la fierté de notre pays. Le chef de l'État a voulu aussi investir dans la femme, a voulu aussi booster le leadership féminin. Vous avez vu au Lualaba depuis quelque temps, c'est une dame qui est en train de gérer cette province. Et il semble qu'elle gère dans l'illégalité. Il serait... depuis un certain temps, il fallait qu'il y ait élection du gouverneur depuis la démission de son prédécesseur, parce qu'elle est intérimaire, que je sache. Exactement, qu'elle est intérimaire. Je crois qu'il appartient au ministre de l'Intérieur de s'occuper de la question. Exactement. Alors, je disais que le président de la République a fait confiance aux femmes. Vous avez vu dans les lois là, depuis un certain temps, c'est une femme qui est à la tête de la province. Exactement. Et l'équipe de LUCOR qui est descendue sur place a palpé du doigt les réalisations. Vous étiez dans la délégation ou Non, je ne faisais pas partie de la délégation. Okay. C'était juste un échantillon voilà. C'était juste l'échantillon de membres de LUCOR, des communicateurs de LUCOR, il faut bien préciser, qui sont descendus sur place. Et ils nous ont ramené les réalisations de Madame Fifi disons, sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai vu là, il y a des constructions de routes, il y a même l'échangeur, vous savez, juste, je ne sais pas, vous avez déjà été au Lualaba, à l'entrée de l'aéroport, il y a un monument qui est en train d'être construit sur fonds propres de la province. Il y a tant d'autres réalisations que vous pouvez voir dans notre point de presse déjà ce soir.
Bon, parce que nous n'étions pas invités, peut-être qu'on aura le temps d'avoir les images pour bien le scruter. Je pense que la chaîne était invitée. Je crois, oui. Je n'ai pas cette information, mais j'espère bien que si nos reporters étaient sur le terrain, on aura ces images qui passeront dans l'édition, la grande édition d'information tout à l'heure. Mais parce que nous avons cette inquiétude concernant la liberté qui est mise à mal. Aujourd'hui, on a vu il y a à peine quelques jours, le conseiller le très proche de Moïse Katumbi a été débarqué de l'avion et ensuite amené par les services. Et puis après cette interpellation, ça en est suivi des perquisitions. Ce matin, il y en a eu dans sa résidence, à Lubumbashi, et également dans la résidence familiale. Et les gens commencent à s'inquiéter. On remarque de plus en plus ces derniers temps, le régime Tshisekedi est en train de, selon certaines analyses, de marcher sur le pas de ceux qui l'ont précédé ou carrément ceux qu'il a eu à critiquer par le passé. Monsieur Kay, vous savez, il ne faut pas que le Congolais pense que l'état des droits, ça veut dire que c'est l'impunité ou encore les opposants sont libres de marcher sur les lois du pays et qu'on ne les inquiète pas. Si vous dites que c'est... Mais qu'est-ce qu'on reproche d'abord? Qu'est-ce qu'on reproche à Salomon? Parce que c'est une très belle question que vous me posez là. Je crois que lorsque le DPS ou le régime Tshisekedi, comme vous l'appelez, était dans l'opposition, jamais vous n'avez vu une marche qui est dite pacifique être accompagnée ou... les rapprocher des leaders de l'opposition en détention, ou même les leaders de l'opposition en détention d'armes à feu. Et cette arme qu'on essaye d'attribuer à Salomon, l'ancien Premier ministre Matata s'est prononcé pour dire que cette arme appartenait à son garde ou appartiendra à son garde du corps qu'il avait perdu lors du sit-in de... Nous reconnaissons bien Matata Ponyo comme un homme des miracles. Qui plante le maïs pour récolter les universités. C'est pas vrai. Qui a survécu, j'allais dire, d'un crash et une semaine après, il se retrouve à la tête d'un gouvernement. Okay. Mais cette fois-ci, je pense que son miracle ne tient pas. Admettons que cette arme appartenait à sa garde. Mais est-ce qu'il appartient à M. Matata Ponyo de passer sur les médias pour déclarer cela? Ou encore, il attendait que M. Salomon soit interpellé pour que lui vienne nous dire que cette arme qu'on attribue à M. Salomon appartenait à sa garde, alors que les services, dans leur communication, à moins que je ne me trompe, n'a pas donné la marque de l'arme, moins encore le numéro. Alors qu'aujourd'hui, M. Matata vient nous dire que l'arme qu'on veut ou qu'on attribue à M. Salomon appartiendrait à sa garde, c'est encore venir renforcer ce que nous avons toujours, ou nous avons eu à déplorer après leur marche. Vous avez vu M. Matata Ponyo qui a encore tenté un autre miracle en disant qu'ils ont retrouvé les douilles dans leurs véhicules, dans les véhicules de toutes les autorités de l'opposition, et même il nous a brandi 2 douilles pour preuve, alors que nous savons, même si nous ne sommes pas experts en balistique, nous savons du reste que lorsque il y a une arme à feu qui est tirée, il faut savoir que la balle a 3 parties. Il y a la tête qui s'en va, il y a le corps qui reste et il y a le point qui pousse à ce que la tête qui va aller là va faire de dégâts ou son travail. Mais très souvent, les douilles sont retrouvées sur le lieu où l'arme a été tirée. Bien sûr que oui. Mais ici, M. Matata voulait nous faire croire que les armes détenues par la police ou encore les armes en fait, qui ont tiré, qui ont servi de la police pour tirer sur eux, sur les opposants, et on a retrouvé les douilles. Donc par là, vous insinuez que l'arme ou carrément les douilles que Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, avait brandi lors du point de presse qu'ils ont tenu juste après la marche, ces douilles étaient de leur propre garde qui avait tiré sur le... Pourquoi pas d'eux-mêmes? Parce qu'aujourd'hui, Salomon n'est pas une garde. Salomon n'est pas dans la police. Mais selon la communication de la DEMIAP, Salomon détiendrait des gardes, des éléments de
des forces armées congolaises, bien qu'on signale que cela a été fait de manière un peu illégale parce qu'il n'a aucune autorisation qui lui permet d'avoir une telle garde. Voilà. Et aussi des armes. Et puis, du côté de l'opposition, on pense que c'est une manipulation. Je suis la communication du parti de Moïse Katumbi qui parle d'un PV qui a été bricolé et qu'on a laissé des espaces vides pour certainement aller compléter, et que tout ça c'est une machination et un montage du pouvoir en place. Voilà qu'ils sont encore dans les spéculations. Qui est ces Congolais ou ces membres du parti ensemble qui peuvent venir nous brandir ces PV que lui a vus, ou on a laissé de vide pour aller compléter? Ils disent que ça c'est le témoignage de la personne trouvée sur place à la résidence de Salomon Escazera. Salomon Kalonda Idi. Encore, tout à l'heure vous venez de dire qu'on a constaté que les éléments qui étaient commis à la garde, je ne sais pas, de M. Katumbi ou Salomon, étaient là d'une manière illégale. Ben ça, c'est la communication qui a été faite par la DENIAC. Mais justement, puisqu'il y a ce qu'on appelle le droit de la défense, il appartient à la partie défenderesse de venir nous brandir les actes qui leur avaient donné le pouvoir de détenir des gardes, notamment des armes à feu. Parce que même alors qu'on a demandé d'avoir une garde, toutes les armes détenues par cette garde-là doivent être répertoriées, signalées dans leurs unités de provenance. Ici, lorsque M. Matata nous dit que l'arme qu'on veut attribuer à M. Salomon appartenait à sa garde, est-ce que M. Matata peut nous brandir d'abord les numéros, la marque de l'arme qui appartenait à sa garde, et même alors si sa garde avait perdu l'arme depuis le 25 mai dernier, lors de leur sit-in, est-ce que seulement ils ont pris soin d'aller signaler à l'unité ou encore à l'auditorat et dire dans quelles conditions ils ont perdu cette arme? Ils ont attendu qu'on puisse interpeller M. Salomon pour qu'il cherche à le laver. Ça, c'est peut-être des réactions qui sont à mettre peut-être dans le lot de ce que je peux appeler ici frustration, mais on pense ici que tout ce qui est fait actuellement est fait pour fragiliser Moïse Katumbi. C'est lui que vous visez. Tshisekedi a peur de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'affronter Moïse Katumbi aux élections? Parce que c'est ce que les gens pensent. Au lieu d'aller par quatre chemins, parler de Salomon, Matata et consorts, le problème, selon les analystes, le problème, c'est Moïse Katumbi que vous visez. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des manœuvres dilatoires pour que, s'il n'est pas écarté par la loi Tiani, qu'il soit écarté même par tous ces griefs que vous êtes en train de... Mais Monsieur Kay, oui. Je sais qu'à part M. Salomon et M. Katumbi, il y a encore 3 leaders de l'opposition qui restent. Mais ils n'ont pas tous la même portée, hein. Ils n'ont pas le même poids sur le plan, que ce soit sur l'échiquier international. S'ils avaient le même poids ou que Katumbi avait plus de poids que les autres, pourquoi Katumbi a quitté Lubumbashi pour arriver à Kinshasa tard dans la nuit alors qu'ils sont partis ensemble? Non, mais c'est lui le leader, il devrait être ici peut-être pour être devant de la scène. Je suis en train de... Tu ne m'as pas laissé parler. Ouais, vas-y. Je disais pourquoi il a quitté Lubumbashi la nuit pour arriver à Kinshasa alors que c'est un leader. Il a du poids plus que les autres. Il a son parti qui est bien installé sur le plan national. Et il a ses militants notamment à Kinshasa. Il pouvait démontrer sa force pour dire que je viens là, je ne viens pas me greffer à la force de Martin Fayoulou. Je ne viens pas me greffer à celle d'Élie Sessanga, moi encore Matata Pogno, mais je vais démontrer ma force. Je viens et que mes militants de Kinshasa viennent m'accueillir. Mais M. Moïse Katumbi est venu nuitamment à Kinshasa parce qu'il sait qu'il n'a pas une population. Oui, peut-être parce qu'il ne veut pas créer la confusion, surtout dans cette situation où la sécurité est
la situation sécuritaire est inquiétante. Ça, c'est selon vous. Lorsqu'il a demandé ou il a informé au Congo central, au gouverneur de Congo central, qu'il était en train d'aller là-bas pour ses activités, qui du reste n'a pas donné des précisions sur le déroulement de ses activités, le gouverneur a pris soin de lui répondre en disant que nous avons un problème d'abord d'effectifs de la police, nous avons un problème d'insécurité, il faut que vous puissiez repousser votre venue ici dans le Bas-Congo de, je crois, 48 heures pour nous permettre d'organiser. Est-ce que pensez-vous que dans 48 heures, on allait former la police? Parce que vous avez parlé du problème d'effectifs. Je suis en train d'arriver. Ouais. Je n'ai pas encore fini, vous m'avez juste... Allez-y. Nous permettre de nous organiser et à l'occasion, vous nous dites exactement où est-ce que vous allez tenir votre manifestation et quel jour pour que nous prenions toutes les dispositions qui ont trait à la sécurité. Mais s'il avait les soucis de sécurité, comme vous venez de le dire... Et que non, mais j'estime, je ne suis pas sur parole pour affirmer, mais seulement... Justement, je présume peut-être qu'il n'a pas voulu créer... On est en train de réfléchir à autre chose. Kinshasa n'est pas Matadi. Nous sommes en train de réfléchir. Mais vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, il y a des mouvements d'insécurité presque partout dans l'étendue de la République, sur l'étendue de la République démocratique, notamment au Bas-Congo. C'est comme ça que le gouverneur avait pris soin de dire à M. Moïse Katumbi s'il pouvait. Mais comme c'était le cadet de ses soucis, écoute, les opposants n'avaient pas même besoin de marcher le 18 ou encore le 20 ou encore le 13 parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas mobilisé, ils n'avaient pas la population derrière eux. Et c'est comme ça qu'ils voulaient créer juste un incident. Nous l'avons vu. Lorsqu'ils se sont pointés et prendre l'itinéraire qui n'était pas le leur. Lorsque la police... Connaissant tout ce que vous évoquez ici, et étant démocrate, parce que c'est ce que vous dites, ou ce que vous prétendez être, pourquoi ne pas trouver une autre astuce ou une autre façon de les gérer que de tomber dans leur piège en faisant ces bavures, d'abord ces accrochages qu'on a vus entre la police et les manifestants, mais également cette interdiction de tout ça, ça rappelle un peu les mauvais souvenirs du passé, des régimes précédents. Écoutez, monsieur Kay, nous ne tombons pas dans leur piège. Ici, vous voulez nous demander de laisser, parce qu'ils sont opposants, même s'ils sont en train d'enfreindre sur les lois de la République. Non, il y a une façon, des opposants. Oui, il y a une façon de contenir cette violence sans être violent. Exactement, c'est ce qui a été fait. Vous pensez que si la police était violente à l'égard des manifestants, il n'allait pas y avoir mort d'homme? Mais on a vu, bien qu'il y a, en tout cas félicitations parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais on a vu quand même cette violence des mineurs qui ont été presque... Je suis même tentée de paraphraser M. Félix Oisé, quoi qu'il dit. Pourquoi vous condamnez la conséquence ou disons, la conclusion et vous ne voulez pas vous attaquer à la cause? Non, je ne m'attaque pas ici, mais j'essaye de dire que vous êtes démocrate et vous étiez dans l'opposition avec Félix Tshisekedi. Vous connaissez toutes les stratagèmes, toutes les stratégies de l'opposition. Lorsque nous étions dans l'opposition, lorsque Félix Antoine... Pourquoi n'avez-vous pas usé des moyens? Il n'avait jamais demandé aux mineurs de venir manifester comme l'a fait l'opposition d'aujourd'hui. Il n'avait jamais demandé aux manifestants de s'attaquer à la police, alors que c'est les manifestants qui étaient en train de répondre aux attaques de la police, mais chose qui est contraire aujourd'hui. Nous avons vu des paisibles policiers qui étaient là, qui ont juste barricadé la route, et nous avons vu l'un des leaders de l'opposition, à la personne de Martin Fayulu, puisque les vidéos ont circulé, c'est lui qui a incité la population à lancer des ça, nous condamnons. Ça, condamnons parce que la police est là pour sécuriser et l'opposition. Ce sont des êtres humains. Ils ont aussi des droits. C'est des Congolais comme nous. On parle de droits de l'homme, y compris les policiers. Ils ont aussi des droits. Alors, un leader demandait aux manifestants, aux mineurs, de s'attaquer à la police de cette façon. Et vous voulez dire, si aujourd'hui on interpelle Martin Fayulu, que c'est de l'acharnement? Non, c'est pas ça.
J'espère que ça va bon, les bavures qu'on déplore vont être corrigées prochainement. Toutes les provocations également de l'opposition seront évitées, hein, parce que déjà, vous-même, vous savez qu'il y a eu des provocations et il faut faire en sorte que ça ne puisse pas entacher un peu cet élan de la démocratie que nous avons aujourd'hui. Alors, parce que nous sommes en train de chuter pour nous séparer, le chef de l'État était en Chine. Pourquoi avoir attendu autant d'années? Donc c'est presque à la fin de son mandat qu'il sera en Chine, alors que la Chine ici se présente comme les favoris de tous nos partenaires. Pourquoi avoir attendu? Parce qu'il pouvait bien le faire après 2 ans, après une année, dès son arrivée au pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas de moment indiqué où un président de la République peut aller signer des accords avec un pays ou un autre. Et vous êtes sans savoir que lorsque le président de la République a pris le pouvoir en 2019, une année après, il y a eu le Covid et tous les pays, toutes les frontières étaient fermées, surtout la Chine. Ah, c'est la Chine d'ailleurs qui était... À peine, il n'y a même pas 6 mois qu'ils ont ouvert leurs frontières. Pour dire qu'il n'y a pas d'abord, nous devons les retenir. Il n'y a pas un moment indiqué. Il fallait attendre que ces révélations sur les contrats chinois. Je suis en train d'arriver. Il n'y a pas de moment indiqué où le président de la République doit aller signer des accords ou encore visiter un autre pays. Et encore ici, il faut signaler que si le président de la République va vers la Chine, ce n'est pas en son nom propre. Donc pour dire qu'en vertu de la continuité du pouvoir public ou de l'État, aujourd'hui, Félix Tshisekedi signe les accords entre l'État chinois et l'État congolais. Demain, s'il n'est pas là, ces accords vont demeurer. Alors, donc, la dernière question peut-être pour nous séparer, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, après tout ce qu'on a vécu avec le contrat chinois qui n'est pas vraiment en faveur des Congolais ou du Congo, pensez aujourd'hui que son déplacement vers la Chine et cette expérience après toutes ces révélations qu'on a eues avec l'IGF et tout, les enquêtes de l'IGF, pensez-vous aujourd'hui qu'il y aura des contrats signés avec les Chinois ou avec l'État chinois qui vont vraiment favoriser l'émergence de la RDC? Parce que c'est ce que nous attendons aussi. Je le crois parce que cette fois-ci au moins, le président de la République ne signe pas des accords avec des individus ou encore des entreprises privées chinoises. Ces accords sont signés entre État et État. Voilà. Et il a été bien dit, les accords signés par le passé n'ont pas profité ni à la Chine, ni à la République démocratique du Congo. Puisque la Chine aussi va trouver son compte dans les accords signés avec le président Félix Tshisekedi. Je pense que la RDC, d'ailleurs, c'est ça même le souci du président de la République. Il signe les accords où le Congo va se retrouver et aussi les partenaires vont se retrouver. Alors moi, je reste vraiment optimiste en disant que les accords signés par le président de la République, même 20 ans après le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ces accords vont profiter aux Congolais et à la République démocratique. Ces accords vont profiter aux Congolais. En tout cas, c'est le vœu de tous. Maître, nous allons peut-être nous séparer pour le moment, mais prochainement, nous nous retrouverons dans d'autres émissions. Le processus électoral, nous nous approchons déjà. Nous sommes à quelques 6 mois de la tenue des élections. Votre parti, parce que vous êtes dans l'Union sacrée, mais vous avez aussi un parti politique dans lequel vous appartenez. Comment se préparent les choses? Vous serez candidate vous-même? Déjà que je venais hier de déposer au parti ma candidature. Je serai candidate exactement dans la circonscription de la Funa comme étant députée nationale. Nous nous préparons et nous sommes prêts pour les élections. Vous avez notre soutien, maître Karine Mpouekela. Je rappelle ici, vous êtes membre de l'Union sacrée, du parti PCSD, Parti congolais social-démocrate. Je suis présidente nationale de la Ligue de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur. Exactement, Basile Olongo, que je salue en passant. Que nous saluons également en passant et nous le rappelons que le rendez-vous ou carrément l'offre tient toujours. Madame, Messieurs, nous allons prendre une transition pour laisser la place au deuxième invité. On prend ceci et on se retrouve après.
De retour sur ce plateau, madame, messieurs, c'est le rendez-vous du soir qui continue en tout cas. Elle m'en faudra si je ne le fais pas. Joyeux anniversaire à Maître Karine Mpouekela qui vient d'être sur ce plateau. C'était son anniversaire, mais on n'a pas pu le faire pendant qu'elle était là. Quand même, on s'est plein de bonnes choses. Sur ce plateau, Maître Leader Kingondi, que vous avez connu comme coordonnateur de Milele Mboka, et aujourd'hui, il est membre effectif du parti CRD, c'est ça? CRD de l'honorable Mbosso. Il est également communicateur de l'Union Sacrée. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Morgan. Nous sommes bienvenus sur ce plateau, sauf que nous voulons apporter un rectificatif, que la population congolaise ne nous a pas connus comme des coordonnateurs de Milele Mboka, puisque nous demeurons toujours coordonnateurs de Milele Mboka, qui est actuellement une des structures alliées à notre parti politique cher à M. Christophe Mbosso. C'est la Convention pour la République et la démocratie dont nous sommes membres. Ben oui, mais je n'ai pas non plus menti en disant qu'on vous a connu d'abord comme Milele Mboka. Et aujourd'hui, vous avez une casquette de plus. Je n'ai pas dit que vous avez cessé d'être Milele Mboka. Eh bien, d'accord. Alors, comment ça se passe maintenant, votre partenariat, s'il faut parler de partenariat ou alliance? Oui, tout marche bien, et surtout lorsque le Congolais se retrouve autour d'une idée, laquelle c'est celle de sauver le peuple congolais, c'est celle de travailler pour l'intérêt de la communauté nationale. Nous travaillons en étroite intention, et puis la collaboration est vraiment parfaite entre Milele Mboka et la CRD, le parti politique cher à l'honorable la Christophe Mbosso, est actuellement géré par le président délégué, le président Mavungu, que nous saluons également sur ce plateau. Nous sommes en train de nous préparer pour affronter les élections, et nous nous organisons de sorte que nous puissions accorder au chef de l'État une bonne majorité, dont une grande partie proviendra de notre parti politique qui est la CRD. Et nous affûtons nos armes quant à ce pour que nous puissions remporter ces élections depuis le niveau national, provincial, même aussi au niveau local. Voilà, ça c'est vraiment le discours de tout le monde, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, en vous associant, pour ne pas dire en quittant Milele Mboka, en vous associant aujourd'hui avec un parti politique, Milele Mboka était d'une structure, un mouvement citoyen qui militait aux côtés de la population, qui s'est présenté ici comme porteur de la voix des sans-voix. Aujourd'hui, vous êtes associé à un parti politique. Pensez-vous que les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus seront toujours mises en exergue ou défendues comme vous l'aviez fait à son temps? Oui, normalement, les valeurs doivent être poursuivies pour que nous puissions ramener notre pays à une stabilité hors pair qui permettrait à l'avancement de tout citoyen. Il y a une démarcation qui existe entre le mouvement citoyen, les mouvements associatifs ainsi que le parti politique. Il est certes vrai que et le parti politique et les mouvements sociaux, ce sont tous des mouvements qui travaillent pour l'intérêt des communautés. Mais à la seule différence ou à la seule démarcation, les mouvements sociaux tels que les mouvements citoyens et les ASBEL ne concourent pas à l'exercice du pouvoir. Mais par contre, le parti politique concourt à l'exercice du pouvoir. Alors tous ceux-là qui travaillent dans le cadre de la société civile, ils ont du mal à accéder à du mal à accéder aux grandes tables où se discutent les bonnes choses ou les dernières, les derniers... on prend des dernières décisions ou des décisions. Donc tout à fait. Alors lorsqu'on a des idées novatrices, lorsqu'on a des bonnes idées, il est difficile que les ASBEL puissent participer aux mouvements électoraux. Il est quasiment impossible même que le mouvement citoyen puisse aller aux élections, puisque déjà dans notre pays, la loi n'organise pas le mouvement citoyen. Alors nous nous sommes dit, au lieu que nous puissions rester seulement en train de militer, faire des tribunes, organiser des plaidoyers, nous devrions apporter notre savoir-faire dans le chiquier de la direction de notre pays. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il fallait voir quelle est la structure ou quelles sont les structures qui militent dans un même sens que Milele Mboka. Alors nous sommes passés à revue et nous avons observé et constaté que la seule structure qui était en train de réfléchir de la même manière que Milele Mboka, c'était la Convention pour la République et la démocratie. Être membre de la Convention pour la République et la démocratie, cela ne signifie pas que ça mène à l'extinction de l'existence de Milele Mboka. Vous avez dit quelque chose. Nous devons travailler en partenariat pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà, vous avez dit quelque chose que le mouvement citoyen
Bref, la société civile ne travaille pas dans le but d'accéder au pouvoir ou de conquérir le pouvoir. Tandis que le parti politique, sont des structures qui sont basées sur des intérêts. Et ici, on se bat, on se mène une lutte acharnée pour accéder au pouvoir. Et comment est-ce que vous allez faire les deux? Parce que là, vous quittez la société civile qui se bat. On comprend que lorsque quelqu'un n'a pas d'intérêt, il n'a pas non plus de penchant. Okay? Il ne peut que défendre la population qui est sans voix, qui est sans défense et j'en passe. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes associé à quelqu'un pour qui le mot maître, c'est le pouvoir, comment est-ce que vous allez faire les deux? Oui, c'est tout simple à comprendre. Nous disions tantôt que le mouvement citoyen, normalement, je ne sais pas, à moins que je n'aie pas d'informations, mais il n'y a aucun cadre légal. Non, mais ça c'est vrai, c'est vrai. Aucun cadre légal qui organise les mouvements citoyens. Mais plutôt, les associations sans but lucratif ainsi que les organisations non gouvernementales sont réglées par la loi. Et maintenant, s'il faudrait continuer à travailler pour le plaidoyer, pour tenter de faire présenter les difficultés du peuple auprès des autorités, cela pose un problème à un niveau tel que les gens qui sont à l'extérieur de la direction du pouvoir, nous avons des fois du mal à comprendre ce qui se passe réellement et quels sont les efforts que le gouvernement fournisse jour et nuit pour que on puisse ramener la situation du peuple congolais à un niveau acceptable. Alors, s'il faudrait rester dans le même système de mouvements citoyens ou des mouvements associatifs, il serait difficile que ceux-là qui ont des bonnes idées, les idées de valeurs, les idées novatrices, puissent accéder au pouvoir. Pourquoi? Parce que déjà, notre constitution a pratiquement séparé la possibilité pour accéder au pouvoir. Seuls les gens qui sont autour du chef de l'État ou encore les gens qui constituent la majorité qui gouverne peuvent diriger et prendre des décisions sur la société et la République en général. Et à défaut de ceux qui sont de la majorité, il faudrait que ce soit des gens qui sont dans l'opposition. Et la Constitution dit même que l'opposition est organisée. Cela signifie également que soit il faudrait que vous soyez dans l'opposition pour avoir la possibilité d'accéder au pouvoir, soit vous devez être dans la majorité pour participer dans la gestion. L'avantage de participer dans la gestion, c'est à quel niveau? Nous faisons des plaidoyers, nous travaillons pour le compte de nos populations, mais nous avons du mal à changer certaines choses. Or, certaines choses ne peuvent être changées que lorsque vous-même vous participez autour de la gestion. En quel sens? Nous pouvons dire par exemple aujourd'hui, dans les contrées de Mbakana, Menkao et autres, il y a un problème d'insécurité. Nous pouvons faire des plaidoyers puisque nous les faisons, mais nous ne comprenons pas exactement de quoi il s'agit puisque le gouvernement aussi n'a pas suffisamment communiqué par rapport à la question. Certes, ce sont des questions sécuritaires qui nécessitent beaucoup d'intelligence et d'exactitude avant de se prononcer. Alors, si par exemple, nous les responsables de tous ces mouvements, nous participions, nous avons la possibilité de participer, et là nous allons comprendre ce qui se passe à un niveau où les gouvernants seront peut-être en difficulté ou dans certaines complications. Nous qui sommes en relation directe avec nos populations, nous pourrons apporter nos propositions comme piste de solution. C'est ça l'intérêt d'être ensemble avec ceux qui ont des partis politiques, ceux qui sont soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Parce que déjà dans la leitmotiv de Milelo Mboka, nous avons toujours dit qu'en réalité sur le plan philosophique, l'opposition n'a pas existé ou n'existe pas, le pouvoir non plus n'existe pas, puisque c'est un jeu d'amis, ce sont des jeux d'alliance. Mais ce qui est la chose la plus importante, c'est que tous regardions vers la même direction. Laquelle direction? C'est amener le Congo vers l'avant, que nous soyons mouvement citoyen, que nous soyons mouvement associatif, que nous soyons membres de la CRD ou que nous soyons membres d'une... donc, là, des structures de l'opposition, que nous puissions d'abord faire passer tout d'abord l'intérêt de nos communautés en avant. L'intérêt de nos communautés en avant. Dans l'Union Sacrée, vous êtes également porteur d'une structure qui se base, qui se focalise sur la communication. Est-ce qu'on peut déjà comprendre? C'est encore en cours de création ou vous avez déjà structuré les choses? Oui, nous avions mis en mouvement ou donné naissance à une nouvelle structure au sein de l'Union Sacrée qui s'appelle Baromètre de la République démocratique du Congo. Baromètre n'a que deux objectifs réels à savoir. Le premier, c'est faire la vulgarisation des acquis du premier quinquennat du chef de l'État. Et le second objectif, c'est faire la promotion du nouveau programme ou encore de la nouvelle planification du chef de l'État pendant
le mandat qui est commençant, notamment le mandat de 2023 et donc de 2023 jusqu'à l'an de 2028. Alors nous allons travailler pour communiquer, pour parler pour le compte du chef de l'État, pour vulgariser les acquis déjà réalisés, les bonnes œuvres réalisées par le gouvernement congolais ainsi que pour le chef de l'État. Alors il était important qu'au sein de l'Union sacrée, que nous ayons des structures pareilles, parce qu'au sein de notre structure, nous avons non seulement des communicants ou des communicateurs, mais nous avons aussi des experts dans des domaines différents, dans le domaine de l'économie, dans le domaine juridique, dans le domaine social. Parce que, vous savez, lorsqu'il faudrait communiquer au nom de la République et pour le compte du chef de l'État, il faudrait apporter des éléments nets et nécessaires qui feront que la communication présidentielle soit respectée, non seulement autour de ceux-là qui font partie de la famille politique du chef de l'État, mais aussi auprès des opposants et également auprès de la population congolaise, parce qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Alors la structure est déjà en mouvement. D'ici 4 matins ou d'ici quelques jours, nous allons le rendre public. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà une autre structure? D'ailleurs, je venais de recevoir ici. Avant vous, il y a quelqu'un qui est passé sur ce plateau, c'est Maître Karine, qui est de la structure, le nom m'échappe, l'Union, je crois, l'Union des communicateurs de l'Union sacrée. Et quand vous venez, étant toujours dans l'Union sacrée, vous créez une structure parallèle. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de vous disperser, ou vous pensez que c'est une bonne façon de faire la communication du chef d'État? Ben, ça dépend de la manière dont les choses s'organisent. D'abord, nous sommes une plateforme électorale à vocation communicationnelle. Sur le plan juridique, nous sommes une association sans but lucratif. Je n'ai pas écho de comment l'autre organisation s'organise. Mais néanmoins, dans une famille, un père peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 enfants comme il veut, pourvu que ses enfants puissent l'honorer et le respecter et puissent faire la fierté de ses parents. Alors, nous sommes là, nous travaillons pour le compte de l'Union sacrée. Notre structure est suffisamment organisée et suffisamment avancée. Nous ne voyons aucun inconvénient s'il y a une structure parallèle qui existerait, qui ferait le même travail. Et vous savez d'ailleurs, la RDC est une très grande... la RDC est tellement très grande de par sa superficie. Nous n'allons pas nous bomber les torses ou nous taper la poitrine que nous serons dans les possibilités ou dans les aptitudes de couvrir toute la République. Là où nous serons, là où on va être disponible, où nous serons capables de rendre notre travail, nous allons rendre notre travail. Et dans une famille, on se complète toujours. Il n'y aura jamais de guéguerre entre nous, parce que nous sommes les enfants d'une même famille. Nous avons le même père qui est le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Ça, on le souhaite et on l'espère aussi. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, dominée par l'interpellation du bras droit de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda. Vous êtes également juriste. Comment est-ce que vous avez analysé d'abord la situation, partant par son interpellation et la suite, c'est les éléments ou carrément toutes les étapes qui s'en est suivies? Bon, déjà, d'entrée de jeu, personnellement, j'aimerais relever une chose. La chose est que le dossier de M. Salomon Kalonda est un dossier vraiment très sensible. Je me pose la question pourquoi beaucoup d'analystes sur le plateau des médias sont en train de se précipiter pour donner des conclusions, des avis. Moi, j'estime qu'il serait très précoce ou ça serait très prématuré que nous puissions donner des tribunes en ce qui concerne ce dossier pendant que la justice est encore... Mais sur base de la communication faite par la justice militaire, ne pensez-vous pas qu'on peut se réfléchir, on peut se poser des questions ou réfléchir autour de ce qui a été dit? Ben, s'il faut... Lorsqu'on parle de sa relation avec le M23, de ses contacts avec les officiels rwandais et de tous ces éléments qu'on a mis à la disposition de l'opinion, ça pose quand même à se poser des questions. Oui, on peut bien se poser les questions. Mais n'oublions pas que notre constitution consacre le principe des présomptions d'innocence. Okay. Il est certes vrai que le renseignement militaire a donné quelques griefs ou certaines charges qui pèseraient ou qui pèsent sur les épaules de M. Salomon Kalonda. Parmi, il serait ou il est en contact avec les officiels de M23, il est en contact avec certains officiels du gouvernement rwandais, il est en intelligence pour tenter de renverser le pouvoir et placer un ressortissant katangais. Voilà.
Tout ça, ce sont des choses qui se mélangent. Mais moi, j'estime que la justice va suivre son cours normal. La justice a intérêt de réunir tous les éléments constitutifs de ces infractions ou de ces charges qui pèsent sur ses épaules. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir certainement qu'il y a des perquisitions ça et là, à Kinshasa, à Lubumbashi, même dans la résidence de sa maman. Parce que pour clouer quelqu'un, pour amener quelqu'un à être culpabilisé devant la justice, il faudrait que nous soyons capables de réunir tous ces éléments. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il serait vraiment très prématuré. C'est pourquoi je suis en train de fustiger certaines réactions de certains acteurs sociaux. Notamment, j'ai suivi les réactions de M. Georges Kapiamba, qui déjà dès le départ était en train de contester l'arrestation de M. Salomon Kalonda. Et il pense que la procédure n'a pas été respectée. Oui, ça c'est d'après lui. Ça c'est d'après lui. Et tout récemment, je l'ai entendu comme s'il disait que la procédure de perquisition ne sont pas aussi ou n'est pas aussi régulière. Alors moi je me posais la question si son arrestation n'avait pas été irrégulière ou que les gens qui l'ont arrêté n'avaient pas de mandat. Je me suis posé la question de savoir si M. Georges Kapiamba était sur les lieux pour contrôler les actes administratifs ou juridiques que ceux-là qui étaient porteurs sont allés exécuter sur le lieu de son arrestation. Alors moi je pense que lorsqu'on est défenseur des droits de l'homme, il faudrait avoir des fois des retenues avant de donner certaines positions ou certaines déclarations lorsqu'on ne connaît pas encore le contenu d'un dossier judiciaire, surtout quand c'est un dossier qui touche ou qui gratte sur la sécurité intérieure de l'État et qui porte aussi sur la souveraineté nationale. Il est aussi possible qu'il ait des entrées ou des proches qui peuvent lui fournir des éléments, ces choses, certainement des informations à sa disposition qu'il se prononce. Non, non, nous ne pensons pas parce que, vous savez, M. Georges Kapiamba, c'est un avocat. Il est sans oublier que la procédure au niveau préjuridictionnel ou encore la phase préparatoire est toujours, ça se fait toujours avec beaucoup de distraction. Alors, cette procédure-là... Mais c'est ce qu'on dénonce d'ailleurs, c'est censé être discret ou secrète, cette procédure. Mais là, on voit la DENIAP communiquer là-dessus, on se demande pourquoi. L'instruction est d'abord secrète. Si elle est secrète, cela signifie que même M. Georges Kapiamba ne peut pas être en contact avec les contenus du dossier. Et en ce qui concerne la... Mais s'il est avocat du concerné... Mais s'il est avocat du concerné, moi je pense que la déontologie professionnelle d'une personne qui exerce réellement la profession d'avocat, même si vous êtes avocat de la partie qui est poursuivie, vous n'avez pas l'autorisation de divulguer ces secrets professionnels à la presse, surtout pas dans les rendre publics tant que l'instruction n'a pas encore connu sa fin. Et si aujourd'hui peut-être le renseignement militaire a donné ses avis ou encore ses observations quant à ce qui concerne les charges qui pèsent sur M. Kalonda, bon, nous pensons que il est difficile de donner une analyse précise que si c'est une faute professionnelle ou pas. Parce que s'il y avait faute professionnelle, les autorités judiciaires ou politiques qui étaient censées poursuivre la personne qui a été choisie pour divulguer ou pour donner des déclarations sur la situation du dossier, il y aurait déjà eu quelques interpellations à charge de la personne qui a donné ces déclarations. Mais lorsque jusqu'à présent les autorités politiques, les autorités judiciaires n'ont encore fait rien, n'ont encore rien fait à ce sujet, cela suppose qu'il n'y a aucune faute. Et puis à tout niveau de la procédure, d'un dossier qui est sensible comme celui-ci, il faudrait que la justice congolaise puisse communiquer. Et cela ne se fait pas seulement ici au Congo. Lorsqu'on est aux États-Unis, on voit souvent que même quand M. Trump est poursuivi, la justice américaine vient toujours pour donner les résolutions prises et la voie de la procédure, à quel niveau les choses là sont arrivées. Alors nous pensons que donner des déclarations d'une manière précipitée ou encore de façon prématurée, ça serait dévier l'attention des Congolais. Il faudrait plutôt avoir la patience et attendre les résultats finaux jusqu'à ce que la justice au niveau du parquet militaire ou encore à la DENIAP puisse clôturer la phase de l'instruction pour que les dossiers soient fixés. Et nous pensons que si les choses sont vraies à charge de M. Salomon Kalonda, ça sera le juge qui va délibérer en dernier lieu pour nous dire s'il est coupable ou s'il ne l'est pas. Mais nous pensons que si il s'avérait que les charges que la justice est en train d'imputer sur sa personne, si ces charges sont vraies, en tout cas nous regrettons parce que le devoir de tout Congolais, c'est d'abord de défendre sa nation et c'est de mouiller sa sueur pour sa patrie
et ce n'est pas pour trahir la République. Maître leader Kingonzi, certains analystes estiment que tout ceci vous le faites pour démoraliser Moïse Katumbi, l'affaiblir, parce que vous avez peut-être estimé qu'avec la loi Tiani, ça n'ira pas trop, comme il y a eu trop de réactions autour de cette loi. Et il faut commencer maintenant à lui prendre, parce que Salomon, c'est quand même un très proche de Moïse Katumbi. Lorsque vous mettez la main sur Salomon, c'est une façon de neutraliser Moïse Katumbi. Non, je ne pense pas. D'abord, par rapport à la loi Tiani, une loi n'a jamais été votée pour un individu ou pour privilégier l'individu en quelconque, l'individu en question. Le problème de la loi Tiani est lié par rapport au décalage des temps. Si c'était une loi qui visait un individu ou qui était faite contre un individu, cette loi-là allait être votée si rapidement. Parce qu'il faudrait attendre son examen au sein de l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée, ça doit passer à l'analyse, disons, la deuxième auprès du Sénat. Et après que les deux chambres du Parlement aient examiné la loi, cette loi devrait être envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Après que si la loi serait conforme à la Constitution, c'est en ce moment-là que le chef de l'État devrait le promulguer. Mais lorsqu'on fait les calculs de temps, on va se rendre compte que matériellement, ça sera impossible que cette loi-là soit votée ou que ça soit promulgué avant les échéances électorales. Cela signifie que cette loi-là n'a pas été mise en activité pour l'avantage d'un candidat et contre l'avantage des autres candidats. Cela doit être élagué dans la pensée des Congolais. Mais en ce qui concerne l'idée que ce qui se fait actuellement, c'est pour déstabiliser... c'est ce qu'on estime, parce que Moïse Katumbi, on se dit peut-être que c'est le seul poids lourd qui pourra c'est une fausseté. Gêner. Nous ne pouvons pas refuser que M. Moïse Katumbi est un poids lourd, mais il n'est pas un poids lourd du niveau à se concurrencer avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Je vous donne déjà un exemple. En 2018, lorsque nous rentrons vers le passé ou par le passé, nous avions constaté que lorsque les opposants se sont rendus à Genève pour choisir un candidat commun, il y a eu division de cette opposition. Dont un grand nombre avait opté pour le choix de M. Martin Fayoulou et un petit nombre, notamment M. Félix Tshisekedi lui-même et Vital Kamerhe, ont opté pour le choix de M. Tshisekedi, notre chef de l'État actuel. Nous allons même remarquer que lors des élections de 2018, le président Tshisekedi a gagné ou a remporté les élections en étant seul avec son allié principal, M. Vital Kamerhe. Par contre, M. Moïse Katumbi était l'allié principal ensemble avec Martin Fayoulou. Ils n'ont pas été capables de faire élire M. Martin Fayoulou. Alors, posons-nous la question, en étant seul ou en étant avec Martin Fayoulou, ça sera toujours la même équipe. Et si la même équipe avait échoué au match passé, combien allons-nous réfléchir que la même équipe pourrait gagner ou remporter donc là présentement? C'est une situation d'impossibilité. C'est pour dire que le chef de l'État, Tshisekedi Félix Antoine, n'a pas peur de M. Moïse Katumbi parce que sur le terrain de poids politique, en termes de représentativité nationale, je ne vois pas comment M. Moïse Katumbi va battre M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est une réalité ou une possibilité qu'on ne doit même pas y penser. Alors, dire que le chef de l'État, dire que l'Union sacrée a peur de M. Moïse Katumbi, je pense que ça, c'est une stratégie de l'opposition pour pouvoir tirer les draps de son côté et se faire populariser sur le terrain. Alors, tout porte à croire qu'il y aura élection en décembre prochain, parce que les décors plantés, on voit la CENI qui travaille sans relâche. Vous êtes actuellement en alliance avec le parti CRD. Et comment est-ce que vous comptez faire les choses? Vous serez candidat, vous allez prétendre à la députation nationale, provinciale, ou comment ça va se passer? Déjà à l'interne, comment se passent les discussions? Oui, déjà nous voulons rappeler à la population congolaise que malgré ce que l'opposition est en train de dire qu'il n'y aura pas élection, ce sont des distractions. Vous, nos communautés congolaises, vous, nos populations, soyez concentrés, soyez branchés parce que le processus électoral est une réalité qui se vit déjà. Bientôt, les mouvements politiques ainsi que les candidats indépendants vont se présenter devant les bureaux de la CENI pour déposer leurs candidatures. Et quant à nous, membres de la Convention pour la République et la démocratie, nous nous organisons pour que nous puissions être
en tout cas représentés dans toutes les circonscriptions de la République. Bien que la loi voudrait que pour qu'il y ait recevabilité des candidatures d'une formation politique, il faudrait atteindre le seuil de 60%. Et nous nous informons et nous annonçons déjà au sein de notre parti, nous allons même dépasser les seuils de 60% puisque la représentativité au niveau national est une réalité au sein de notre parti politique. Et quant à nous, nous serons candidats à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga, ici à Kinshasa, qui comprend les communes de Lagombe, les communes Lingwala, Lingwala, Mongafula, Ngaliema, Kinshasa, Barumbu. Non mais Mongafula c'est la Funa. Non, c'est la Lukunga. Lukunga toujours. Ok, d'accord. Bon, bonne chance à vous. Parce que nous sommes en train de chuter. Actuellement, il se raconte également sur les réseaux sociaux et dans tous les médias que le chef de l'État était en Chine pour renégocier les contrats chinois. Et il y a une certaine opinion qui pense que là n'est pas à son niveau. Il ne pouvait pas aller renégocier ces contrats parce qu'il y a des personnes habilitées, des experts ou encore les membres du gouvernement qui pouvaient faire ce travail. Comment d'abord analysez-vous le déplacement du chef de l'État Félix Tshisekedi et tous ces contrats, les relations, la coopération sino-congolaise, comment voyez-vous l'avenir? Bon, la chose qui nous écœure la plus, ou encore le plus souvent, c'est que l'opposition politique de la RDC n'a pas de message, n'a pas de programmation, n'a pas de planification. Et cette opposition préfère chercher les pouces sur les cheveux ou sur les têtes des gens pour pouvoir se justifier. Le chef de l'État, en allant en Chine, le président de la République ne s'est pas déplacé pour aller faire des négociations ou pour aller signer des accords. Le chef de l'État ne s'est pas rendu en Chine pour renégocier les contrats chinois. Ce sont des hérésies qui demeurent encore dans les têtes de ceux-là qui sont porteurs de messages des messages de l'opposition. Le chef de l'État est arrivé en Chine. D'abord, premièrement, il faudrait comprendre que la RDC et la Chine, ce sont des pays amis. Ce sont des pays amis et il y a une vieille amitié qui existe entre la RDC et la Chine. De près de mais entre-temps, il n'y a que les intérêts. Hein, cette amitié ne vaut rien s'il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai, entre les amis, il y a toujours des intérêts. Mais quels sont ces intérêts qui existent entre les amis? C'est l'amour. La Chine, c'est un ami ou encore c'est une amie de la RDC parce qu'il y a de l'amour qui existe entre Vous pensez vraiment que les Chinois nous aiment parce que nous avons des beaux yeux? Les Chinois nous aiment parce que nous sommes des amis depuis belle lurette, depuis près de 50 ans que je suis en train de relever ici. Il fallait à chaque fois, lorsqu'on est dans une amitié, il faudrait toujours revitaliser nos liens. Il faudrait toujours revitaliser ce qui nous unit par rapport à ce qui peut nous diviser. Il est aussi à relever que la Chine occupe une position très importante auprès des concerts des nations. Donc là où encore sur le plan international. Lorsque nous allions voir au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine est un membre permanent qui a même un droit de veto. Alors, lorsqu'il faudrait revitaliser les relations entre la Chine et la RDC, en tant qu'ami, en tant que pays ami, un pays ami peut poser son problème. Que mon ami la Chine, nous avons tel problème de sécurité. Et nous savons qu'en votre qualité de membre permanent, vous avez un droit de voter. Vous pouvez nous aider, nous, en tant que votre ami, pour pouvoir terminer ou pour pouvoir finir les problèmes de sécurité qui rongent mon pays à l'est. Parce que mon peuple est exposé à tout vent et marée qui ne le laisse pas dans une situation de stabilité. Alors la Chine en tant que pays ami peut voir, je suis membre du Conseil de sécurité, membre permanent, j'ai un droit de veto, je peux agir en ce sens. Voilà, c'est comme ça que même la Chine a dit qu'elle est disponible et elle veut voir que la paix revienne à la partie est de la RDC. Mais sur ce point, l'opposition ou encore les opposants n'en font même pas allusion. Et il fallait aussi discuter sur certaines choses. Il est aussi à réfléchir et à relever que les contrats chinois qui ont été signés entre la RDC et les entreprises, disons, la chinois, n'ont pas réellement profité à la RDC. S'il faudrait bien voir, ce sont les entreprises chinoises qui ont beaucoup plus gagné et la RDC n'a pratiquement pas bien gagné. Il fallait aussi voir, échanger avec le gouvernement chinois, échanger avec les responsables du gouvernement chinois pour leur dire que voici ce qui a été du contrat chinois. Nous ne voulons pas forcément les résilier, mais nous pouvons voir comment mon pays, comment mes populations peuvent
s'est retrouvé dans ce contrat. Alors dire que le chef de l'État était parti pour revoir ou renégocier ou signer des accords, ce sont des choses qui quittent vers la vérité des choses qui ont été faites. Le chef de l'État s'est rendu là-bas pour d'abord revitaliser les relations que nous avons avec la Chine. Nous avons bon nombre de relations, nous avons bon nombre des besoins que la Chine peut venir en aide à un RDC et que la RDC peut aussi aller en aide là vers la Chine. Alors, il faudrait que la communication puisse passer, que les choses doivent marcher d'une bonne manière, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité, que nous puissions d'abord voir l'intérêt du Congo, l'intérêt du Congolais. C'est ce qui fera marcher ou c'est ce qui fait marcher une nation. Maître Leader, la dernière question, vous avez une forte, une base importante vers le plateau de Batéké. J'ai déjà vu plusieurs fois les images de Milelo Mboka de ce côté-là et il se passe des atrocités. Peut-être un message en guise de conclusion avant de nous séparer pour cette tranche. Bon, le seul message que nous allons donner, ça sera à deux volets ou encore en 2 points. Le premier point, nous demandons à nos membres de Milelo Mboka ou encore à toutes nos populations qui vivent dans la partie où il y a le plateau de Batéké d'être calmes, de réfléchir pour leurs intérêts et de demeurer toujours unis pour que la paix puisse régner dans cette partie de la ville de Kinshasa. Ça ne servirait à rien que nous puissions nous charcuter, que nous soyons Téké ou que nous soyons Yaka, parce que lorsque nous sommes en train de nous entretuer, c'est l'ennemi qui est en train de gagner le terrain et qui est en train de gagner les pas par rapport à nous. Gardons l'amour que nous avions toujours eu d'antan. Avec nous, Milelo Mboka, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration entre nos amis Yaka et nos amis Téké. Alors nous ne voyons pas la raison qui ferait que nous puissions être divisés. S'il y a un problème, demandons à nos autorités et demandons aussi à nos chefs des familles, à nos chefs des clans et des tribus pour que nous puissions nous réunir sur une table afin de trouver des solutions. Le deuxième volet de mon message est que je suis en train d'inviter le gouvernement congolais à pouvoir s'impliquer par rapport à ce qui se passe à la partie du plateau, donc là, sur l'insécurité. Et je demanderai et je préciserai que il est vraiment important qu'il y ait un dialogue direct, étroit, entre la population des plateaux de Batéké avec le gouvernement national. Qu'on puisse associer le ministre des Affaires foncières, qu'on puisse associer le ministre de l'Intérieur et qu'on puisse associer les chefs coutumiers. Parce que je pense que s'il n'y a pas de dialogue, nous aurons du mal à pouvoir résoudre ces problèmes. Et la solution ne pourrait sortir que lors de ce dialogue entre les représentants de l'État. Merci beaucoup, Maître Leader Kingonzi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Milelo Mboka. Vous le demeurez, c'est ce que vous avez dit, vous demeurez coordonnateur de Milelo Mboka. Mais là, vous êtes en alliance avec le parti CRD de l'honorable Christophe Mbosso. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de savoir que vous avez pris du temps pour nous suivre pendant cette tranche. Je vous demande de rester fidèle à nos programmes parce que le journal, c'est tout à l'heure avec Nacha Kitete. Au revoir, je vous retrouve prochainement.